Après un mois de football intensif, l'Euro touche enfin à son terme. Il est temps de faire le bilan sur le plan individuel mais aussi collectif. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre Galoza et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Ryan qu'on avait déjà retrouvé pour le débrief entre la Nati et l'Italie. Salut à tous, très content de vous retrouver, cette fois dans des circonstances un peu plus heureuses. Beaucoup plus heureuse même parce que la dernière fois voilà, on avait fait ce débrief de ce triste match 3-0 perdu par la Nati. Et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de cet Euro, faire le constat un petit peu de ce mois de football qu'on a vécu et on va voir ça ensemble. Et pour commencer cette analyse, comme dans la plupart des Parlons Football, on va séquencer l'analyse pour que la vidéo soit plus structurée et on va commencer directement avec le premier point qui s'intéresse au format de la compétition. Toi Ryan, qu'est-ce que tu as pensé du format de cette compétition? Un peu surpris à l'annonce du format de l'Euro 2020. C'est vrai que c'est un format très inédit, il y a 10 pays hôtes. Dans le passé on a l'habitude d'avoir un pays hôte ou à la rigueur deux pays hôtes comme on l'a vu en 2008 avec la Suisse et l'Autriche. Donc je pense que c'est un système très inégalitaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Loza? Inégalitaire, totalement. Je pense que, comme on a vu, les demi-finales en témoignent. Les 4 demi-finalistes ont été des pays hôtes et ont joué leurs 3 matchs à la maison, leurs 3 premiers matchs, les matchs de poule. Donc, on a par rapport à ça peut-être un certain confort qui a été installé pour ces équipes. Je pense pour ces 4 équipes. Après, on a vu la Hongrie aussi, donc ils ont joué 2 matchs à domicile, mais je pense que dans l'ensemble, c'est assez inégalitaire vis-à-vis des équipes comme l'équipe de Suisse. Et là, on va essayer de parler objectivement, mais moi, ça me touche personnellement. Une équipe de Suisse sur les phases de poule qui parcourt près de 9000 km, fait des allers-retours entre Bakou et Rome. Ensuite, va parcourir près de 12 ou 13 000 km au total en allant, en revenant à Rome à leur camp de base, en allant à Saint-Pétersbourg pour les quarts de finale et avant ça en 8e en Roumanie. L'équipe de Suisse qui parcourt le plus de kilomètres sur cet Euro. Je pense que par rapport à ça, ouais, comme tu dis, c'est assez inégalitaire. Ça met un peu dans l'inconfort. On n'a pas un camp de base. Et je pense que par rapport à ça, cet Euro est très critiquable. Concernant le football, on a vu des choses très intéressantes. On peut être ravi en fait de cet Euro, même si, voilà, tu le soulignais, on a vu les 2 finalistes, Angleterre, Italie, sont des équipes qui ont joué la majorité du temps à domicile. On a vu du beau football quand même. Ouais, on avait un beau football avec beaucoup de surprises, notamment des équipes qui ont été éliminées très prématurément là où on ne les attendait pas. Je parle notamment de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, du groupe de la mort, composé aussi également de l'Allemagne et l'Angleterre. Portugal. Et le Portugal, pardon, excusez-moi. Et du coup, ouais, c'était un bel Euro. Un bel Euro, franchement, on a vu des équipes surprises. On parle bien sûr du Danemark, la République tchèque et la Suisse. Aussi, on a vu des beaux tacticiens, aussi on en reparlera plus tard, mais en tout cas très satisfait de cet Euro. Après avoir parlé des équipes, rapidement dans le point format, on va s'intéresser aux individualités et aux joueurs. Le premier groupe de joueurs qu'on va aborder, c'est les révélations de cet Euro. En premier, on est obligé de mettre du côté de la Suède Alexander Isak. Ouais, Isak a fait un Euro plus que convaincant. C'est vrai qu'à la Real Sociedad en Espagne, il a déjà une petite réputation et il s'est révélé aux yeux du grand public, aux yeux de l'Europe. Une justesse technique remarquable, un toucher de ballon exceptionnel. Et je pense que même s'il n'a pas beaucoup marqué lors de cet Euro, il a été plus qu'important dans le succès de la Suède. Même si la Suède n'a pas fait un grand Euro, on a vu par rapport à l'individualité et par rapport aux joueurs intrinsèquement, Isak qui a été vraiment flamboyant, je pense. Niveau Danemark, on a vu Damsgaard aussi. Damsgaard qui on l'a vu, ce coup franc face à l'Angleterre, malheureusement match perdu, mais un jeune joueur qui évolue à la Sampdoria du côté de l'Italie. C'était pas un joueur que je connaissais vraiment, j'étais pas non plus focalisé sur lui durant l'Euro, mais on a vu de très belles choses de la part de jeunes joueurs, encore beaucoup de progression devant lui. Et la dernière révélation, on peut également parler de Patrick Schick, voilà, le Tchèque qui fait un Euro incroyable. On pense notamment à ce lob de 40 mètres du milieu de terrain. C'est, je pense, le plus beau but de l'Euro. Schick, c'est un joueur qu'on connaît. On a suivi à la Rome. C'est un joueur qui, même s'il a 24 ans, il me semble, c'est un jeune joueur encore, 24-25 ans, mais qui est connu déjà du grand public. Mais on le met dans cette case révélation parce qu'on ne l'attendait pas à être le meilleur buteur avec Cristiano Ronaldo. Et c'est franchement une grande performance de la part du joueur du Bayern Leverkusen.
Pour conclure rapidement sur les révélations de cet Euro, on peut citer aussi d'autres noms qui on n'a pas mis dans les 3, mais on pourrait citer Steven Souber, Jérémy Doku, Sabarny aussi du côté de l'Ukraine. On peut également citer Dumfries, le néerlandais, qui a fait un très grand Euro, et également Luke Shaw, très critiqué, mais qui nous a montré que c'était un joueur de classe mondiale. Et maintenant, pour continuer, on va s'intéresser au top. Donc c'est des joueurs qui ne sont pas forcément des révélations. Et on va commencer directement avec Pedri. Pedri qui a été nommé meilleur jeune joueur de l'Euro, qui pour certains est la révélation de l'Euro. Mais nous qui mangeons du Barça toute l'année, qui regardons les matchs du Barça, on sait que ce gamin qui a 18 ans, 2002, il est incroyable. Et on l'attendait, il a été le centre du jeu de l'Espagne et on est obligé de le mettre dans le top de cet Euro. Toi? On peut parler du retour de Karim Benzema, qui a fait un retour plus que convaincant. Il finit l'Euro avec 4 buts en 4 matchs, donc une moyenne de buts, un but par match. C'est tout ce qu'on demande à un attaquant. Il a été très efficace, il n'a pas eu beaucoup d'actions, mais il les a mis au fond. Et il a aussi un apport au niveau du jeu très intéressant et bien décroché. Je pense que c'est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe de France. Qui a failli quand même sortir en huitième de finale, mais je pense que Benzema il a été critiqué, il n'a pas marqué lors de ses premiers matchs, les matchs de préparation, il n'a pas marqué au début de l'Euro, mais il a été au rendez-vous face au Portugal, face à la Suisse. Karim Benzema qui est logiquement dans ces tops, accompagné de Paul Pogba, forcément. Paul Pogba au milieu de terrain qui a été la pièce maîtresse de Didier Deschamps. Pas un grand Euro de la France, mais ces deux joueurs sont sortis du lot par rapport au grand effectif de l'équipe de France. On peut citer aussi le double pivot et la paire Declan Rice, Calvin Phillips. Calvin Phillips que j'ai envie de souligner quand même, qui a été pas impérial, les deux on va pas se mentir, mais par rapport au volume de jeu qu'on a vu hier, vous ça sera 2 jours auparavant, mais le volume de jeu de Declan Rice, franchement j'ai trouvé incroyable. Calvin Phillips qui lui il y a un an jouait en Championship, n'avait jamais joué avec l'Angleterre, qui se retrouve à jouer une finale de l'Euro, à faire toute la saison en Angleterre, en Première Ligue, c'est exceptionnel. On peut également revenir sur la paire Chiellini-Bonucci. Voilà, les deux, on connaît, c'est un peu les leaders de cette équipe italienne. Ils ont une complicité aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du terrain. Ils vont se retrouver en vacances après cet Euro et je pense que c'est vraiment... Ils ont encadré les jeunes, ils ont encadré cette équipe qui était en difficulté en 2018 et je pense que c'est des grands artisans du succès italien. Pour continuer sur l'équipe d'Italie, on est obligé de nommer Federico Chiesa, qui a été phénoménal sur le fond de l'attaque, incroyable, qui a pallié un peu au manque d'efficacité qu'Immobilier avait dans le jeu. Immobilier qui a marqué certes 2 buts il me semble, mais qui a été vraiment sur le schéma de la participation offensive très en difficulté. Chiesa qui a parfaitement pallié à ça. Au milieu de terrain, on est obligé de nommer Nicolo Barella aussi. Locatelli au début d'Euro et qui est remplacé plus tard par Marco Verratti. Marco Verratti qui a été phénoménal, on l'a vu encore hier. Sur tous les matchs qu'il a joué, il a été... c'est lui qui a créé le plus, qui a fait le plus de passes clés aussi, incroyable. Plus de 110 ballons touchés quand même lors d'une finale, c'est pas rien. Accompagné de Jorginho aussi, on doit le souligner, même qu'il loupe son penalty hier, il a été exceptionnel Jorginho, comme avec Chelsea tout au long de la saison. Et là, vous devez vous dire, mais comment dans les tops ils n'ont pas cité Gianluigi Donnarumma? Parce qu'on fait une rubrique spéciale pour les gardiens. Gianluigi Donnarumma qui forcément arrive en tête de ce classement, meilleur joueur de l'Euro, donc gardien qui est désigné meilleur joueur de l'Euro, il a forcément la place dans le top 3 des gardiens. Derrière lui, forcément demi-finaliste, Kasper Schmeichel, voilà, le Danois qui a été déterminant tout au long de cet Euro, qui a permis au Danemark d'accéder en demi-finale. Il a été flamboyant du début jusqu'à la fin, il a même arrêté cette demi-finale il a été incroyable. Il a arrêté le penalty de Kane, certes par la suite Kane l'a mise au fond, mais je pense qu'on a un bon gardien, on a une bonne défense, on a un bon milieu et ça va comme ça de ligne en ligne. Donc il faut souligner sa performance. Et en troisième position, et oui, il est en troisième position parce qu'il est seulement quart de finaliste, mais nous on est obligé de citer Yann Sommer qui a été sur ces 2 matchs de élimination directe exceptionnelle. Yann Sommer qui nous a fait rêver, certes un très mauvais match, et moi je suis le premier à le dire face à l'Italie où il est vraiment pas exempt de tout reproche, mais ce match face à la France, ce match face à l'Espagne, même ce match face à la Turquie, franchement on a vu un grand Yann Sommer. Ça me fait mal au cœur de me dire qu'il a 33 ans en décembre, parce que c'est une star en Suisse.
vous le savez comme moi, c'est une autre icône et c'est devenu encore plus une icône lors de cet Euro, lors de cette magnifique campagne de la Nati, et Yann Sommer doit figurer là, même si voilà, il n'a pas été, il n'a pas fait de clean sheet en fait durant cet Euro, il n'a pas été irréprochable, mais il mérite sa place. Il a beaucoup rassuré sa défense, notamment face à l'Espagne où l'équipe de Suisse souffrait beaucoup. Je pense que l'Espagne était à une possession de 75 à 25. Il a réussi à faire 10 arrêts et voilà, ça a galvanisé les troupes. Et gardien avec le plus d'arrêts sur cet Euro, 21 arrêts. Donnarumma, si on compte pas les pénaltys d'hier, c'est voilà, Yann Sommer qui a été incroyable. Par rapport au flop, et on va essayer d'en sortir le moins possible, mais 3-4 joueurs qui étaient attendus durant cet Euro, et on va commencer un peu soft, mais avec Mathis de Ligt qui, juste pour son geste face à la République tchèque, qui a condamné son équipe, doit figurer dans ce flop. Il n'a pas fait non plus un mauvais Euro, une belle première partie quand même de la part des Néerlandais, mais voilà, pour ce match de Ligt qui a un statut quand même important, il n'a pas été là où on l'attendait. Le deuxième, et lui, c'est je pense le plus gros flop de l'Euro, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui n'a pas trouvé le chemin des filets, qui face à la Suisse a croqué, on va se le dire. Il n'a pas été tranchant comme on l'attendait. Intéressant quand même dans le jeu sur en transition avec Paul Pogba, sur cette verticalité que le joueur qu'on avait mis dans le top arrivait à trouver le joueur qu'on met dans le flop. Et voilà, c'est sur cet aspect-là où Kylian Mbappé n'a pas réussi à mettre les buts et n'a pas réussi il aurait pu condamner la Suisse et il n'a pas réussi à le faire. Dans les flops, on peut également citer les deux Portugais, Ruben Dias et Bruno Fernandes. Voilà les deux joueurs qui sont vraiment les leaders, les métronomes de leur équipe en club. Ruben Dias qui est le patron de la défense à Manchester City. Bruno Fernandes qui est vraiment le joueur cible à Manchester United, qui délivre pas sur décisif, sur passe décisif, qui met but sur but. Ruben Dias qui enchaîne les bonnes interventions, et c'est vrai qu'ils sont extrêmement déçus lors de cet Euro. Les deux ont été l'ombre de eux-mêmes. On pense notamment au match contre l'Allemagne où Ruben Dias il a été catastrophique, il est coupable sur 2 buts, et Bruno Fernandes qui n'a pas trouvé ses partenaires au bon moment. Qui n'a pas tout le temps joué titulaire, il me semble que c'est 2 fois où il joue en sortie de banc, mais voilà, il a clairement manqué par sa présence en fait dans le jeu. Il n'a pas été là où on l'attendait, et c'est à l'image un petit peu de ce que les gens lui reprochent sur les réseaux sociaux. Bruno Fernandes disparaît soi-disant dans les grands matchs. Je ne suis pas forcément d'accord, mais sur cet Euro, on n'a pas vu là où on l'attendait face à la Belgique. Quand il est rentré, il n'a rien montré, donc c'est pour ça que logiquement il est dans ce flop. Maintenant, pour ce gros dernier point, on va s'intéresser aux entraîneurs. On va commencer par les top 3 entraîneurs qui nous ont marqués durant cet Euro, et on va commencer par de nouveau la grande surprise de cet Euro, Kasper Ruhlmann, l'entraîneur du Danemark, le sélectionneur du Danemark, qui, si l'Euro s'était déroulé il y a une année, n'aurait pas été le sélectionneur de l'Allemagne, mais qui a été incroyable, qui a su mener ses troupes. On le sait, on ne va pas reparler de l'événement avec Christian Eriksen, mais cette équipe du Danemark qui commence à 4, qui va ensuite, Kasper Ruhlmann va faire un changement tactique, va jouer avec 3, avec cette ligne de 3 composée de Vestergaard, de Simon Kjær et de Christensen. Et les 3, et je pense pour moi c'est en tout cas le changement tactique qui a galvanisé vraiment les troupes. Le Danemark, ils ont su trouver leur repère. Deuxième match, on commence avec cette ligne de 3 et on va la suivre tout le long de la compétition, et c'est vraiment pour moi une des choses les plus marquantes. Il a fait un très bon coaching aussi, et c'est pour ça qu'il apparaît dans ce top des entraîneurs. Comment ne pas citer également Roberto Mancini, lui qui a repris les rênes en 2018 de la sélection italienne dans des conditions abominable. L'Italie ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, un pays du football qui était en pleine crise. Il a su galvaniser les troupes, reconstruire son équipe, et aujourd'hui il a amené l'Italie au sommet de l'Europe, là où personne n'aurait misé une pièce avant l'Euro, je pense. Absolument, avec un système, une identité de jeu quand même assez marquée, ce jeu en transition, cette pression aussi qui avait été mise notamment vis-à-vis de la Suisse. Il était, on va pas dire critiqué, mais voilà, on attendait quand même du côté des Italiens, on attendait quelque chose, et il a clairement répondu présent. Et ce qu'il a montré d'un point de vue même du coaching, on parlait de Locatelli, Verratti, c'était un peu
un peu des contestations par rapport à ça. Verratti a complètement rempli son rôle et lui également, car il a fait les bonnes décisions. On peut évidemment parler de Vladimir Petkovic. En tant que Suisse, on est obligé Obligé. de le citer. Très critiqué aussi, Vladimir Petkovic. Nous, les premiers. Nous, les premiers. Suite au match face à l'Italie. Mais sur un plan tactique, il a réaligné son 3-5-2 ou 3-4-3 plus face à la France, qui a incroyablement bien marché. Les changements, faire rentrer des joueurs offensifs, je pense à Gavranovic, mais je pense aussi à Babou dans ce rôle très offensif. Ça a été la clé de ce match face à la France. Et il fait un changement tactique face à l'Espagne où il arrive avec une défense à 4. Et on a quelque chose qui a bien marché quand même. Il a tenu face à l'Espagne, on va au penalty, on perd malheureusement au penalty, mais Petkovic est à souligner. Et je pense qu'il a réuni beaucoup de gens et beaucoup de gens comme nous ont tourné leur veste. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le premier sélectionneur suisse qui amène l'équipe de Suisse plus loin que les huitièmes de finale dans une compétition majeure. C'était jamais arrivé auparavant, donc bravo à lui. On peut aussi voir qu'il est très apprécié de ses joueurs, à l'image de Granit Xhaka qui, après la qualification contre la France, court vers son sélectionneur. Donc on peut voir qu'il est respecté et qu'il est apprécié par l'ensemble des joueurs. Maintenant, pour les flops, on est obligé de citer les 3 grands perdants de cet Euro. Je pense à la France, au Portugal et à l'Angleterre. L'Allemagne, on va faire abstraction du cas de Joachim Löw qui ne sera plus l'entraîneur de la Mannschaft après cet Euro, qui n'est plus l'entraîneur de la Mannschaft. Mais Didier Deschamps, Santos et Gareth Southgate. Je pense que par rapport aux 3, le problème c'est un peu le même. On a un vivier incroyable. On a des joueurs exceptionnels, des individualités incroyables. Mais les 3 sélectionneurs n'ont pas réussi à amener une identité de jeu sur cet Euro. En tout cas, parce que voilà, la France, ça avait marché en 2018, le Portugal, ça avait marché en 2016, et là on était clairement trop d'idées. Je pense qu'ils ont tellement de joueurs à leur disposition qui peinent à trouver la bonne formule, qui peinent à trouver le bon système de jeu, la bonne composition. C'est des choix, des problèmes de riches. Je pense que chaque équipe, leur équipe A, B, C, ça restera quand même une grande équipe du football. Et on voit ça comme un avantage, mais au final, on se rend bien compte que c'est plus un désavantage qu'autre chose. Par rapport à Didier Deschamps et à Fernando Santos, c'était plus sur le schéma tactique. En fait, c'est là le jeu n'a pas marché. Et pour le dernier, Gareth Southgate, très critiqué depuis hier, depuis tout le long de l'Euro en fait. Et dans ses choix, on n'a pas réussi à avoir une vraie identité de jeu, que se reposer sur les individualités. En France, on avait un système de jeu, où on le sait, la France c'est assez défensif. Pas plaisant, mais qui marchait. Sur cet Euro, ça n'a pas marché du tout, comme pour le Portugal. Mais pour l'Angleterre, on a presque rien vu. Et au-delà de ça, encore plus, on a vu des mauvais choix. Et ça s'est vu hier avec les remplacements. Et franchement, c'est triste pour Gareth Southgate. Franchement, comment on peut lancer 2 joueurs à la 119e qui n'ont pas, du moins très très peu joué dans cet Euro et leur donner la responsabilité de tirer un penalty? Je pense que c'est jeter ces joueurs dans la gueule du loup. Mais ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Des choix contestables depuis le début de l'Euro. Moi, j'étais assez réticent sur ça parce que il avait plein de dilemmes. Gareth Southgate, il a fait des choix, ça a marché jusqu'à cette finale. Mais là, Grealish qui le disait un peu en ironisant que le coach avait fait des très bons choix depuis le début de l'Euro. Évidemment, il ne le pensait pas vraiment. Mais voilà, c'est un peu tout ce qui lui est reproché. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le plus grand flop de cette Euro. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Pas prévu. Mais voilà, très très content de faire cette petite analyse sur l'ensemble de l'Euro. On était très content de faire cette vidéo. Merci pour l'invitation. Comme d'habitude, vous avez très apprécié ce débrief où Ryan était là face à l'Italie, 2000 vues, une des top vidéos sur ma chaîne. Et voilà, très content de faire cette vidéo. On se retrouve très prochainement la famille pour une prochaine vidéo qui va vous plaire sur la Nati. Et voilà, bisous la famille. Bisous.